C'est trop, on croit. Bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Je suis Grégory Prud'hommont et cette semaine je profite toujours de mon passage à Hong Kong pour continuer à aller rencontrer des profils intéressants. Et cette semaine je vous présente Victor Boguet qui est à la tête de Ubuntu Asia. Et vous allez voir que Ubuntu Asia en fait est une société qui a une solution que lui avait identifiée. Il savait qu'il y avait un besoin, mais plutôt que de réinventer la roue, il a été chercher la société qui proposait la solution la plus proche de ce qu'il cherchait. Et cette société était en France. Et plutôt que de tout recommencer, ils se sont associés et lui a décidé de développer cette solution-là sur l'Asie. Donc on va parler bien sûr de la raison pour laquelle il ne s'est pas lancé en Chine d'abord et qu'il a d'abord fait Hong Kong. On va aussi parler de comment leur solution de géolocalisation et de traçabilité des personnes, entre autres, sur des lieux physiques assez importants, des entrepôts, des usines ou autres, était en fait à la base destiné pour quelque chose de beaucoup plus commercial et qu'ils se sont rendus compte que le marché n'était pas prêt, ils ont donc pivoté. On va aussi voir les difficultés que Victor a pu rencontrer dans son développement, qu'est-ce que c'est que d'avoir ses partenaires assez loin et d'être tout seul dans un nouveau pays, une nouvelle zone aussi pour se développer. Et on va aussi parler bien sûr de la Chine, puisque Victor, je l'ai recroisé dans un ascenseur, pour être précis, à Xnode, quand il est venu faire son programme d'accélération pour les scale-up il y a quelques mois de ça. Et ils ont donc pris une décision, ils ont appris plein de choses pendant ce programme-là, et ils se sont dit que la Chine, oui, mais qu'il allait devoir changer un petit peu les choses et attendre un petit peu avant de venir. Donc on passe un bon moment avec Victor, vous allez voir. Si c'est un interview que vous aimez, eh bien dites-le moi, dites-le lui, vous allez voir, on a laissé tous les éléments dans l'article qui illustre cet épisode. Et n'hésitez pas à lui laisser des commentaires, à lui dire que vous avez écouté son entretien. Et puis bien sûr, eh bien, dites-le moi sur iTunes, laissez-moi des commentaires, des étoiles sur SoundCloud, Stitcher, Podcast Addict. Vous allez voir, il y a beaucoup de plateformes où vous pouvez retrouver cet épisode, mais bien sûr tous les autres épisodes, puisqu'on est maintenant à l'épisode 36. Donc je vous remercie d'avoir écouté et de continuer à m'envoyer des commentaires. À chaque fois qu'il y a un nouvel épisode, je reçois des petits messages de personnes en direct qui me remercient d'avoir posé les bonnes questions à telle ou telle personne et que ces personnes, j'ai pu les inviter pour partager leur histoire qui en a inspiré d'autres. Donc merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir et c'est la meilleure manière de m'encourager pour continuer et d'aller vous présenter encore plus de personnes. Je vous laisse en compagnie de Victor pour l'instant et puis je vous retrouve à la fin de cet épisode pour un petit mot. Bonjour Victor. Bonjour Greg. Bienvenue sur ça va bien, merci. Bienvenue sur le podcast. Alors aujourd'hui, je profite de mon passage à Hong Kong pour te rendre visite dans tes bureaux. Donc on est sur Hong Kong Island en ce moment. Alors tu es dans ces bureaux-là depuis le début en fait de Ubuntu, hein, même avant. Ouais, depuis le début d'Ubuntu à Hong Kong. Ouais. Qui a commencé en 2015, avril 2015, et j'étais même avant aussi dans ces bureaux parce que je travaillais pour la société qui a ces bureaux. Et D'accord. Donc maintenant on partage. Ok. T'es arrivé à Hong Kong il y a combien d'années maintenant? Bientôt 5 ans. Ok. Et avant Hong Kong, est-ce que t'as vécu en Chine? T'as vécu à quel endroit? Alors j'ai vécu un petit peu en Chine pour la fin de mes études. Ouais. Et en fait, à quel endroit en Chine? À Shanghai. Ah. D'accord. Et j'ai fait un échange de 3 mois là-bas. Et en fait, c'est suite à cet échange de 3 mois où je me suis dit, c'est intéressant ce qui se passe en Chine. C'était le moment où je me disais que je voulais monter une boîte, etc. Donc j'ai creusé un peu le sujet et en fait, c'est ça qui m'a amené à Hong Kong et commencé Ubuntu ici. D'accord. Alors justement, peut-être pour expliquer, qu'est-ce que c'est qu'Ubuntu? Qu'est-ce que tu fais? Alors Ubuntu, c'est une technologie qui permet de géolocaliser précisément des objets, des équipements, des travailleurs sur des sites physiques. D'accord. Donc ça peut être des restaurants, ça peut être des usines, des centres de logistique, des hôpitaux. Grâce à des capteurs? Grâce à des capteurs, c'est de l'IoT. Donc nous, on fournit du hardware et du software. Et en fait, ces petits capteurs, ils vont communiquer entre eux. Et grâce à ces communications, on va être capable de calculer la position précise et temps réel de ces capteurs. Et ça, en fait, les entreprises l'utilisent pour en fait optimiser leurs opérations. Okay. Donc on parle beaucoup de productivité opérationnelle et de sécurité opérationnelle parce qu'en fait, si tu regardes une usine ou un hôpital ou un centre logistique,
et que tu regardes les opérations qui s'y passent, il y a beaucoup de mouvements. Et donc c'est pour optimiser justement les mouvements dans la chaîne de production ou sur un site. Donc en fait les mouvements, quand tu as beaucoup de mouvements dans tes opérations, chaque mouvement c'est du temps, c'est de l'énergie et potentiellement ça peut être des accidents aussi. Bien sûr. Et aujourd'hui en fait les entreprises elles ont aucune donnée précise sur ces mouvements-là et donc elles peuvent pas améliorer ces mouvements-là. D'accord. Donc en fait nous on va apporter cette donnée de géolocalisation précise qui va leur permettre de gagner du temps pour trouver certains assets, pour faire des inventaires de stock automatiquement et géolocalisés, pour comprendre quel est le mouvement précis, donc le chemin parcouru par tous ces assets dans leur site, et voir si effectivement par rapport à leur planification, c'était bien le bon chemin parcouru ou pas. Et si c'est pas le cas, pourquoi, et du coup essayer de rectifier le tir. Et comment améliorer derrière. Exactement. Et donc là on part vraiment sur tout ce qui est méthodologie Lean, Six Sigma, pour faire de l'amélioration continue en fait. D'accord. Donc vous, c'est vraiment pas que une solution hardware, c'est pas une solution IoT, c'est pas que ça. Il y a aussi le conseil, enfin l'identification du problème, le conseil qui va avec, et derrière l'accompagnement dans l'amélioration, j'imagine du coup. Alors pas tout à fait. En fait, effectivement, on n'est pas une solution où que du hardware, c'est que de l'IoT. On n'est pas là juste pour envoyer des données brutes. En fait, toute la valeur ajoutée que la solution Ubuntu va apporter, c'est tout le traitement de ces données-là pour ensuite pouvoir en faire quelque chose. Donc ça veut dire quoi, pouvoir en faire quelque chose? Ça veut dire 3 choses. Ça veut dire, premièrement, être capable de voir en temps réel la position de ces assets sur une carte. Ça veut dire aussi automatiser des opérations en générant des alertes ou des triggers sur des devices par rapport à la détection de certains assets dans certaines zones. D'accord. Et la troisième partie, c'est tout l'analytics en fait. Donc si le client récupère des données brutes de géolocalisation, il va pas savoir quoi en faire. Il va pas pouvoir en faire grand-chose. Donc en fait, nous on les structure, on les met en forme et du coup le client peut accéder à ces données à travers un dashboard où il va customiser. C'est comme des widgets en fait. D'accord. Donc il dit bah voilà, moi je veux voir cette donnée. Je sais pas de ce type d'asset, voir dans cette zone spécifique. Sur un graphe avec des barres verticales ou un pie chart ou ce qu'il veut, et en fait c'est créé automatiquement. Donc ce que je dirais, Ubuntu c'est vraiment un fournisseur de solutions. On n'est pas dans l'accompagnement, conseil, etc. On n'est pas non plus dans l'installation de hardware ou quoi que ce soit. Nous, notre business c'est vraiment de vendre du software et du hardware et pas des jours-hommes. Et donc en fait notre go-to-market c'est de faire beaucoup de partenariats. Donc on fait des partenariats donc avec plusieurs types de boîtes. Ça va être bien sûr en local, ça va être des sociétés qui vont installer le matos. Bien sûr. Et ensuite ça va être des sociétés qui intègrent notre solution au système d'information des entreprises et qui vont créer des couches applicatives par-dessus en faisant des croisements de données entre les données que le système Ubuntu va amener avec les données de leur ERP, de leur WMS ou quoi que ce soit. Et la partie conseil, elle est soit faite directement par des consultants, ou alors les systèmes intégrateurs jouent de temps en temps ce rôle pour accompagner en fait la mise en place de ces nouveaux systèmes. Et du coup, vous êtes la relation avec le client, en fait, c'est vous qui êtes en direct ou finalement c'est quelqu'un qui vient vendre votre solution? Alors c'est les deux. C'est les deux. Nous, la géolocalisation précise en intérieur, elle peut être faite de plein de manières différentes, avec plusieurs technologies. Et Ubuntu, en fait, c'est une société qui existe depuis 2011 et qui a toujours été focalisée sur la géoloc. Et donc, à travers toutes les discussions qu'on a pu avoir avec beaucoup d'entreprises différentes dans différents secteurs, on a vite compris que, en fait, il n'y avait pas une technologie qui allait répondre à tous les problèmes. Et donc, on a cette approche hybride qui fait qu'on peut utiliser plusieurs technologies avec le même software, avoir quelque chose d'ouvert qui peut s'intégrer facilement. Et donc, du coup, ça permet à nos intégrateurs d'intégrer facilement et de vendre facilement la solution. Mais en fait, en amont, et c'est là où on a besoin d'Ubuntu, c'est quelle technologie utiliser, quelle architecture utiliser. Et donc là, l'expertise technique qu'on va avoir, elle va être importante d'être utilisée dans tout ce qui est discussion en fait pre-sales avec le client. Et dans les premiers tests, etc. Donc en fait, en amont, on est assez présent. Et une fois qu'en fait, on a réussi à définir la solution parfaite
pour le client. C'est-à-dire quoi la solution parfaite? Ça veut dire la moins chère et qui répond parfaitement à ses besoins. Et une fois qu'on a fait ça, en fait, on a fait notre boulot et c'est notre partenaire qui va déployer à grande échelle la solution pour notre client. Alors, qui est votre client? Un client idéal? Alors, c'est plutôt une usine, un site de production, ou alors c'est plus un endroit commercial, un aéroport? Ouais. Alors, on a commencé pas mal dans le commercial et notre plus gros client, donc c'est de la restauration rapide. Donc c'est McDonald's. Ok. Et en fait, on était dans l'optimisation opérationnelle toujours, parce qu'en fait, McDonald's maintenant fait du service à table. Ouais. Donc en tant que consommateur, on arrive dans le McDo, maintenant on commande à la borne, on commande quasiment plus à la caisse. Et en fait, au lieu d'attendre à la caisse que son plateau repas soit préparé, on peut choisir l'option de se faire servir à sa table. D'accord. C'est super, sauf que pour le staff McDo, ça veut dire quoi? Ça veut dire, je prépare le plateau repas, j'ai un numéro de commande, je dois livrer ce plateau repas sur une table dans le restaurant, mais je sais pas où est la personne. Ah oui. Et donc, en fait, quand il y a ce service à table, on donne un espèce de token au client qu'on va géolocaliser et qu'on lie au numéro de commande. Comme ça, en fait, le staff, quand il prépare le plateau repas, hop, il est prêt, il a un écran devant lui, il voit la table sur le numéro de commande et il a la position du token correspondant sur la table et il gagne 20 secondes par service à table. Donc en termes de gain de productivité, c'est pas mal parce qu'il y a 1000 services à table par jour par McDonald's. Wow. 20 000 secondes, c'est à peu près une personne full time. Et donc, du coup, là, on a déployé dans plus de 2000 restaurants dans le monde entier. Wow, ok. Donc on a commencé vraiment dans tout ce qui est plutôt retail, mais bon, McDonald's c'est les rois de la productivité, et on s'est dit la productivité en fait dans les secteurs manufacturiers, logistique, même santé, hôpital, c'est primordial et c'est le nerf de la guerre. Donc en fait on s'est pas mal réorienté sur tout ce qui est production. Et aujourd'hui, on vend à des sociétés qui produisent des voitures, des avions. Là, j'ai un projet la semaine prochaine où c'est de la production de vêtements. Ok. Donc voilà, donc on est tout ce qui est productivité. Il y a aussi la sécurité. Ça, j'en ai pas parlé, mais la sécurité, ça commence à être un sujet. On commence à bosser avec EDF là-dessus, dans les centrales nucléaires, par exemple. Mais aussi à Hong Kong et dans d'autres pays comme Singapour ou un peu la Chine, dans tout ce qui est construction. Parce qu'aujourd'hui, la construction, il y a beaucoup d'accidents et un accident, ça coûte très cher à une entreprise qui pourra pas forcément répondre à des appels d'offres pendant un certain moment, etc. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment leur priorité. Et on se rend compte que le fait de géolocaliser de manière précise des travailleurs et des machines dangereuses aussi, permet de réduire les accidents. Alors les sociétés aujourd'hui, elles sont conscientes de leurs besoins. McDonald's par exemple, si on revient sur un exemple très simple comme celui-ci, est-ce qu'eux étaient conscients de ce besoin-là et que finalement c'est plus eux qui sont à la recherche d'un prestataire et ils viennent vous trouver, ou alors il a fallu vraiment éduquer ces sociétés-là, ces clients-là, en leur disant voilà ce que vous pourriez faire, et à ce moment-là comment... parce qu'en fait, d'identifier ce besoin-là, c'est difficile, tu vois. Donc, est-ce que ça vient plutôt d'eux ou de vous alors? Alors, pour le cas de McDo, c'est venu complètement de McDo, parce que en fait, l'idée de service à table, c'était leur idée, c'était leur déploiement, c'est leur nouvelle expérience client dans leur restaurant, et donc ils se sont dit, on va faire service à table. Ils ont commencé à le faire, sauf qu'ils ont vu les problématiques liées à la perte de temps pour trouver le consommateur. Donc ils se sont dit, ça c'est un problème, comment on le résout? Ok. Et donc là, ils sont allés voir les différents partenaires technologiques qu'ils avaient, et ils leur ont demandé très bien, comment on peut faire, est-ce que vous avez des solutions? Et c'est un de leurs partenaires qui est venu nous voir. D'accord. Alors, si on parle de toi, comment t'es arrivé là-dedans? Comment t'es arrivé dans Ubuntu? C'était comment t'es arrivé à faire ça, ce genre de choses alors? Ça remonte à Shanghai, comme je disais au début. Donc Shanghai, je finis mes études là-bas, dernier semestre d'études. Je travaille sur un projet entrepreneurial avec des étudiants dans le cadre de mes études. Et en fait, je me rends compte que ce projet entrepreneurial, à la base, c'était comment améliorer l'expérience client dans des centres commerciaux. Et on voyait très bien que online, il y avait beaucoup de personnalisation possible, mais dans le monde physique, c'était pas possible. Alors qu'on avait tous un objet digital dans la poche qui est le smartphone. Et donc j'ai commencé à me dire, mais on pourrait pas utiliser cet objet pour essayer de concilier les deux.
Et c'est à ce moment-là où j'ai compris que la géolocalisation pouvait être en fait un outil pour faire ça. Et donc du coup, je suis venu à Hong Kong pour commencer à tester ce genre de solution. Et j'ai eu en fait un dilemme. C'est-à-dire, voilà, il y a des technologies de géolocalisation indoor qui existent, qui sont des petites startups qui viennent de commencer parce que c'était tout le début. Moi, j'ai fait des études plutôt en business. J'adore la technologie, mais je suis pas un ingénieur, je suis pas un développeur. Et donc, le dilemme, c'était est-ce que je fais la solution technologique moi-même ou est-ce que je m'associe avec une boîte déjà existante? Et donc, j'ai fait un benchmark de toutes les startups existantes dans le monde entier par rapport à leurs solutions, leur équipe, etc. D'accord. Et à ce moment-là, je suis tombé sur Ubuntu, qui existait déjà depuis 2011 et qui était vachement en avance en termes technologiques par rapport à tout ce que j'ai vu. Ils étaient français en plus, tant mieux, ça peut aider dans la communication. Eux n'étaient pas présents en Asie ? Pas du tout, ils avaient un petit bureau à Paris avec quelques employés, mais ils étaient déjà vachement en avance technologiquement. Ils avaient commencé déjà pas mal de pilotes avec pas mal de grosses boîtes. Et l'équipe était et est toujours super solide parce que c'est François et Thomas qui ont 40-45 ans. Deux ingénieurs qui sont passés chez McKinsey, chez Accenture, chez Nokia, qui font pas ça à la va-vite, quoi. On sent que c'est bien cadré, c'est bien rigoureux et que c'est bien réfléchi. Donc eux avaient la technologie, avaient le savoir-faire, la possibilité de développer, certainement les brevets qui vont avec, etc. Et toi, tu avais le développement commercial Asie. Donc je les ai appelés, je leur ai dit, voilà. J'ai le développement commercial Asie, vous avez la technologie et le savoir-faire, est-ce qu'on peut pas travailler ensemble? Et en fait, l'aventure avec Ubuntu a commencé comme ça. Et donc, j'ai monté la structure ici à Hong Kong, Ubuntu Asia. Et j'ai commencé à vendre la solution Ubuntu ici, donc à la base plutôt dans le retail, comme je disais avant, plutôt axé expérience client. Mais en fait, on s'est vite rendu compte que à partir du moment où on touche à l'expérience client, ça devient un sujet très sensible avec les retailers, qui a toute une notion de contenu aussi qu'on maîtrisait pas du tout et que font les agences marketing. La définition d'expérience client, on l'a vu chez McDo, c'était clair et net, mais c'est pas le cas dans toutes les boîtes. Ça dépend des départements, chaque département a sa vision, etc. Donc on a fait pas mal de pilotes, mais ça déployait jamais, vraiment à grande échelle. Et à côté de ça, on avait McDo. Et donc là, on s'est dit, il y a peut-être quelque chose. Et donc en fait, l'expérience client, je pense qu'on a été un peu trop tôt. Les marques, les retailers n'étaient pas forcément prêts, que ce soit en Europe ou en Asie d'ailleurs. Et en même temps, il y avait vraiment des choses à faire sur tout ce qui est productivité opérationnelle. Et la vision que vous avez dans le développement en Asie, est-ce qu'elle est la même en France du coup, au niveau du bureau parisien? Est-ce que eux, par contre, ils sont beaucoup plus sur l'expérience retail, consommateur, et toi plus sur la productivité, ou est-ce que finalement vous êtes sur la même chose? On a eu exactement les mêmes constats. C'est d'accord. Que ce soit en Europe, en fait, on travaille vraiment main dans la main tout le temps. On se tient au courant de toutes les opportunités, de tout ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné, et de temps en temps, notamment. Je me rappelle très bien de cette réunion qu'on a eue ensemble à Paris pour faire un peu le point général, stratégie, une journée entière, et puis on s'est dit on est sur le même constat. Pour avancer pour Ubuntu, la valeur ajoutée qu'on va pouvoir apporter, c'est beaucoup plus dans tout ce qui est productivité et sécurité opérationnelle, et pas dans ce qui est expérience client. Et donc du coup, on a fait un rebranding, on a rajouté des technos à notre arc, et là on est vraiment focalisé sur tout ce qui est productivité opérationnelle. D'accord. Donc on est aligné Asie, France, et on le reste. C'est plus simple. D'accord. Alors la dernière fois qu'on s'est croisé à Shanghai. Alors ce qui est très marrant, c'est que en fait, je t'avais rencontré à ce moment-là avec Benoît Clément Bollet, qui lui est sur Storefront et qui a eu exactement la même démarche. C'est que lui, il avait la même idée, il avait identifié quelque chose. Il s'est rendu compte qu'il y avait 7 sociétés qui étaient en France qui faisaient exactement ce que lui voulait faire. Il les a contactés et ils ont fait un partenariat exactement comme toi tu l'as fait avec Ubuntu. Est-ce qu'il y en a un des deux qui a influencé l'autre? Vous connaissiez à ce moment-là ou pas? C'est très rigolo parce qu'en fait on s'est rencontrés au moment où on faisait exactement la même chose, la même démarche, la même démarche, etc. Et en fait on connaissait aussi des concurrents à Hong Kong
qui eux avaient une démarche inverse, c'est-à-dire ils faisaient la même chose mais ils le faisaient eux-mêmes. Ils n'avaient pas eu cette idée de partenariat avec des boîtes existantes qui avaient déjà eu des case studies et de l'expérience là-dedans. Et en fait, on s'est dit, c'est marrant, on fait la même chose, la même démarche, etc. On voit qu'il y a des concurrents, c'est pas le cas, et donc on en avait pas mal discuté ensemble. Et en fait, c'est rigolo parce qu'aujourd'hui, on voit que Clément, ça se passe super bien. Nous, Boudou, ça se passe super bien aussi. Les concurrents, il y en a qui ont fermé. Donc non, on est content. Il n'y a pas eu d'influence en fait à la base, mais en fait, quand on s'est rencontrés, on a vu que on a accroché tout de suite parce qu'on a la même manière de réfléchir. Non mais c'est clair parce que finalement il y a plein de choses où t'as pas besoin de réinventer la roue, qu'il y en a d'autres qui ont déjà étudié une grosse partie des problématiques et qui ne sont pas présents en Asie, et finalement au lieu de réinventer un truc, peut-être de les contacter comme vous avez fait, où eux ça a du sens, ça vient compléter une partie du monde que eux n'avaient pas touché, et donc pourquoi pas quoi. Et donc justement, on s'est croisés à Shanghai parce que t'as rejoint un accélérateur à Xnode à un moment, qui est l'objectif, c'était pour vous de mieux comprendre la Chine, le marché chinois, pour rentrer potentiellement et se développer aussi sur la Chine. Comment ça s'est passé? Quelle était la démarche? Pourquoi la Chine, ça fait partie de votre roadmap? C'est au-delà de Hong Kong? Hong Kong en tant que marché, notamment c'est un peu limité, tu me diras. Notre nouveau positionnement, c'est minuscule. À part les entrepôts et le port, peut-être. Les entrepôts, la construction, les aéroports, les hôpitaux, et tout ce qui est manufacturier, c'est pas ici quoi. Donc oui, la Chine, ça a toujours été en ligne de mire, même quand on était un peu sur le business model précédent. J'avais fait pas mal d'allers-retours en Chine, on avait fait des petits projets à droite à gauche. Et pour nous, depuis Hong Kong, c'est l'évidence, quoi. Et donc on a fait un premier programme d'accélération avec BPI et Business France. Donc ça, c'était il y a un an. Où on a vraiment eu énormément de rendez-vous organisés par Business France. C'était le moment où on se posait un peu des questions justement sur notre business model, donc ça nous a aidé aussi à clarifier un peu notre positionnement et notre value proposition. Et ça, donc, on s'en est rendu compte que, en fait, dans tout ce qui est retail, notamment en Chine, c'est des univers qui sont accaparés par des Alibaba et des Tencent, et que nous, petits acteurs assez spécialisés, ça allait être compliqué. Donc ça, c'était une première chose. Ensuite, ce deuxième accélérateur avec Xnode nous a aidé à partir de ce nouveau positionnement, ce nouveau focus qu'on a défini, à vraiment creuser le sujet sur est-ce que on attaque, comme je le dis aujourd'hui, tous ces différents secteurs ou pas, avec quelles solutions et comment on le fait en Chine. Et en fait, cet accélérateur nous a vraiment permis de comprendre et de comprendre le marché chinois, de savoir justement quels étaient les challenges pratico-pratiques pour se développer. La conclusion a été effectivement qu'il ne faut pas essayer de tout faire. Le marché chinois, c'est un marché énorme qui est très concurrentiel. Nous, dans notre technologie, en fait, on s'est rendu compte aussi qu'il y avait pas mal d'acteurs sur place. Que vous n'aviez pas vu avant, forcément. On n'avait pas vu avant parce que en fait, c'était une techno qu'on n'utilisait pas encore et on a commencé à l'utiliser. On s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de Chinois qui utilisaient cette nouvelle techno. D'accord. Mais que cette techno-là. Alors que nous, on avait d'autres technos dans notre arc aussi, donc il y avait quand même une différenciation et un avantage compétitif qu'on pouvait avoir par rapport à eux. Et donc, en fait, on a pas mal réfléchi avec Xnode, on a réfléchi avec les Thomas et François en France sur quelle est notre stratégie par rapport à la Chine. Et donc aujourd'hui, la stratégie pour la Chine, c'est de dire faut pas y aller trop vite, faut faire attention au positionnement qu'on va avoir dès le début. Et du coup, prenons un peu plus notre temps. Réfléchissons bien, stabilisons aussi bien nos business en Europe. Moi en Asie du Sud-Est, je commence à avoir pas mal aussi de business, Singapour, etc. Essayons de stabiliser un peu ça. Essayons d'avoir une approche où en fait on va arriver en Chine et on va leur dire regardez ce qu'on a déployé dans des usines et dans des warehouses ou quoi que ce soit, et leur dire voilà, on peut faire ça pour vous. C'est comme ça que ça marche.
c'est packagé, c'est tout simple, il n'y a plus qu'à. Et c'est pas cher. Ok. Et en fait, aujourd'hui, tant qu'on n'a pas ces case studies et toutes ces références et qu'on n'a pas déployé à grande échelle, etc., c'est difficile d'arriver avec quelque chose de très simple et à comprendre et à tester pour les Chinois, alors que les Chinois, ils aiment bien quand ça va vite, quand c'est simple et quand il n'y a pas de 50 000 discussions sur ah bah ouais mais on pourrait faire comme ci comme ça. Non, là faut qu'on arrive avec une offre très simple, très packagée et donc là voilà on est en train de regarder un peu ça. Alors finalement quelle est l'idée ou l'idée préconçue que tu avais, le stéréotype que tu avais en tête en disant bon bah la Chine ça va être comme ça et justement de travailler depuis que vous avez commencé à vraiment regarder la Chine, à faire cet accélérateur ou autre, qu'est-ce que tu t'es dit ah non finalement si on y avait été comme ça on serait planté direct par exemple. Bah ouais, parce que aujourd'hui la géolocalisation précise, elle peut être utile dans plein de différents secteurs. Et aujourd'hui notre approche, c'est de dire on a des partenaires qui peuvent nous aider justement à aller dans ces différents secteurs. Donc si on fait la même chose en Chine, va falloir qu'on arrive à expliquer justement tout ce qu'on peut faire dans toutes les industries, trouver les bons partenaires dans chaque industrie, etc. C'est plus compliqué. Parce que c'est ça qui est compliqué, c'est qu'en fait ça s'adapte à n'importe quel type d'industrie, comme tu disais, autant du côté commercial que du côté de production, des sites de production. Et du coup, finalement, un peu tout le monde d'une certaine taille peut être le client. Et c'est vrai qu'en Chine c'est compliqué, comme tu disais aussi, de pas avoir de case study et d'arriver comme ça. Sans portfolio en disant bah voilà on a déjà fait ça en Chine avec des Chinois pour des sociétés parce que vous bien sûr comme tout le monde vous aimeriez viser des sociétés chinoises, le problème c'est qu'il y a déjà à faire aussi avec les sociétés étrangères mais l'interlocuteur reste lui chinois par contre la personne. Oui dans les sociétés françaises même oui c'est vrai l'interlocuteur c'est un Chinois. Après il y aura aussi dans les échanges des interlocuteurs français avec justement peut-être des liens avec les boîtes avec lesquelles on bosse en France. D'où aussi l'intérêt pour nous de commencer déjà à faire des déploiements avec ces grosses boîtes françaises qui ont, comme tu dis, justement des présences importantes en Chine aussi. Donc ça va peut-être se faire comme ça. Comment toi tu as fait et qu'est-ce qui a fait que t'as continué à apprendre au jour le jour parce que ici t'es loin du coup de tes partenaires même si vous échangez régulièrement c'est un peu ils comptent sur toi pour que tu développes l'Asie. Comment tu as fait pour continuer à te former au jour le jour sur ces problématiques là ou même sur le business en général? Mais on se forme de plein de manières différentes. J'ai envie de dire, j'ai eu déjà mes associés en Europe, en France, même les équipes techniques qu'on peut avoir m'ont vachement formé sur beaucoup de choses, que ce soit en commercial, en implémentation de solutions techniques, en négociation, etc. Et après, il y a toute la partie, bien évidemment, sur ce que je fais ici. Les interactions que j'ai avec ces grosses sociétés avec qui on peut dealer, avec les partenaires aussi qui sont importants, et tout le côté culturel qu'il y a aussi là-dedans, parce que même à Hong Kong le côté culturel est très important. Je pense que la culture hongkongaise est très différente de la culture française et très différente de la culture chinoise aussi. Et donc du coup c'est vraiment à travers l'apprentissage par l'expérience, le fait de voir on teste, on voit ça marche moins bien, on voit que effectivement faut parler d'une certaine manière, il y a certains codes en fait qu'on arrive à comprendre dans les différents pays et en fait j'ai beaucoup appris aussi là-dessus. Ça a été vachement intéressant, c'est vraiment du terrain quoi. Ici à Hong Kong, comment est-ce que tu t'appuies sur une communauté, un réseau spécial, des groupes professionnels? Si demain moi je voulais m'installer à Hong Kong et je voulais développer mon réseau, par où je passe en fait? Qu'est-ce que toi tu fais? Plein de manières de faire. Réseau français bien évidemment, avec la chambre, avec Business France, etc. Il y a aussi des grosses boîtes en fait
qui peuvent être partenaires, qui sont des boîtes assez grandes et multinationales. Et donc là, on va pouvoir les rencontrer dans des événements. Donc je fais beaucoup d'événements, que ce soit organisé par des chambres ou que ce soit dans le monde un peu plus start-up, parce que eux, ils vont aller dans ces événements-là pour essayer de trouver des nouvelles technologies, etc. Et après, bien évidemment, les salons, nous c'est vraiment, on est dans du pur B2B, donc faire du digital marketing ou faire du contenu sur Internet, c'est pas ça qui va aider. Non, faut aller rencontrer les acteurs. C'est rencontrer les acteurs. Et c'est vrai que quand je suis arrivé, il y avait pas grand-chose qui se passait dans tout ce qui était start-up écosystème. Mais aujourd'hui, il y a des plateformes, il y a des événements, il y a des salons, etc., qui mettent en avant ces nouvelles technologies. Et en fait, c'est tous ces événements physiques organisés par plein d'associations différentes qui me permettent, moi, aujourd'hui, d'avoir un bon réseau et de pouvoir, justement, étendre le business. Quand tu pitches Ubuntu, les sociétés comprennent facilement ? Tu trouves ? Maintenant, oui. Avant, non. Avant, c'était plus compliqué parce que, en fait, personne connaissait ce genre de technologie. Et notamment à Hong Kong. Et en fait, je me suis rendu compte que depuis un an et demi, en fait, les gens ont commencé à réfléchir. En fait, il y a eu cette période d'évangélisation qui a été faite par nous, par le marché, par nos concurrents, et ce qui est super parce que ça a créé justement énormément d'opportunités. Et là, maintenant, en fait, je trouve ça fou parce que j'ai un exemple. J'étais à un salon à Singapour mi-octobre. Et avant d'un salon, il fallait organiser 5 ou 6 meetings, aller visiter l'usine ou l'entrepôt, discuter avec l'IT, le mec opérationnel, le mec au-dessus des finances, etc. Et là, en fait, en un mois, on a déjà signé un pilote dans leur usine. Ils savent très bien leurs problématiques, ils savent très bien que notre solution peut répondre à ça. Ils ont totalement confiance en notre boîte, donc ça y est, c'est parti. Qui est l'interlocuteur ? Est-ce que c'est justement, tu parlais de l'IT, tu parlais de tout ça, est-ce que c'est est-ce que c'est le directeur de l'usine qui est l'interlocuteur ? Est-ce que c'est un data analyst ou je sais pas quoi ? Enfin, c'est qui la bonne personne pour toi ? Directeur industriel, directeur des opérations, à l'échelle de l'usine ou à l'échelle de plusieurs usines ou plusieurs sites. C'est eux en fait qui vont avoir la compréhension de la valeur ajoutée de notre solution et qui vont être capables de en fait calculer le ROI. Et nous en fait on fonctionne comme ça, on dit voilà, vous avez ces problématiques, nous on peut y répondre comme ça coûte tant, vous aujourd'hui vous dépensez tant là-dedans. Vous allez investir un peu dans notre solution, mais vous allez gagner 10 fois plus. D'accord. Donc, en fait, on fait le business case ensemble, et c'est eux, en fait, qui vont être capables de faire ce business case, et c'est grâce à ce business case-là, en fait, qu'on va réussir à vendre. Dans le B2B, de toute façon, c'est vraiment l'un des meilleurs arguments, c'est justement le retour, l'optimisation, le retour, le gain, en fait, qui va leur permettre de vraiment dire, cette solution-là va nous faire gagner de l'argent, en fait, à moyen ou à long terme, quoi. Exactement. Et tu disais justement que depuis 1 an et demi, en fait, ça a l'air plus clair, les gens ils comprennent mieux ce que tu fais. Ça a mis combien de temps pour toi ici en Asie pour signer tes premiers clients ? T'as vraiment mis du temps à évangéliser, comme tu disais ? Ça a mis 6 mois à peu près. Ça va, okay. Ça allait assez vite parce qu'en fait on a réussi nos premiers clients en fait en Asie, c'est JCDecaux. D'accord, oui. Et eux, en fait, notamment à Hong Kong et à Singapour, ils sont très actifs dans tout ce qui est innovation, parce que ils se doivent en tant que media advertiser, je sais pas comment dire en français, publicitaire, d'avoir quelque chose qui est attractif dans les lieux où ils ont leur publicité. Donc des sociétés comme le MTR ou l'aéroport vont les challenger souvent sur c'est bien d'avoir des panneaux, mais on aimerait bien avoir des trucs un peu plus interactifs, un peu plus sympas. Okay. Donc eux ils poussent vachement tout ce qui est innovation technologique, et on a commencé à travailler avec eux parce qu'ils voulaient en fait que on puisse savoir quelle est la personne devant leur panneau pour pouvoir communiquer avec eux sur leur téléphone portable. Ok. Donc en fait ça a commencé comme ça, et du coup on a déployé assez vite avec eux. D'accord, donc là ça va même dans du
du commercial, la communication. Ouais, là c'est de la publicité géolocalisée, ce qu'on fait plus du tout. Ouais. On bosse tout, enfin ça tourne toujours avec eux et c'est toujours déployé, mais c'est plus notre focus. D'accord. Et en termes d'évangélisation, quand tu en parlais tout à l'heure, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as fait des conférences au-delà d'aller sur le salon et de toucher une personne à la fois, en fait, est-ce que tu as commencé à faire des choses beaucoup plus larges et peut-être travailler, on disait tout à l'heure, avec la chambre de commerce ou ailleurs pour faire des conférences sur le sujet ? Ouais, c'est un peu comme ça que tu travailles. J'ai fait plein de choses. J'ai fait des conférences, j'ai fait pas mal de présentations, même à des salons. On a l'opportunité de présenter ce qu'on fait, d'échanger justement avec les visiteurs du salon après, etc. À travers beaucoup de meetings aussi, d'entretiens, on présente ce qu'on fait, on pose des questions et puis on se rend compte qu'en fait... les mecs, ils sont très loin de tout ça, ou alors pas du tout. On se rend compte rapidement pendant le meeting que le mec a déjà réfléchi à ce genre de problématique et à ce genre de solution. Et donc là, on sent que ça peut aller vite. Mais c'est vrai que, pour toute la période d'évangélisation, il faut vraiment tout faire. Comment tu fais alors ? Comment tu trouves la motivation ? T'es tout seul, t'es loin de tes partenaires, t'es sur un truc où tu sens que ça... Au début, t'as signé en 6 mois le premier, mais ça aurait pu prendre plus de temps. Tu savais pas que ça allait mettre 6 mois et t'as quand même 6 mois qui, tous les jours, tu te dis bon, pas encore. Et là, t'es obligé d'aller taper dans tous les sens, à essayer de te creuser la tête en dire bon, on va faire une conférence là, puis on va faire ça, puis on va aller visiter tel salon, etc. Qu'est-ce qui t'a drivé en fait ? Qu'est-ce qui continue d'ailleurs à te driver en disant... je vais pas laisser tomber, on continue à avancer, quoi. Alors déjà, je suis pas tout seul, on est une petite équipe ici. Oui. J'ai jamais été tout seul, j'ai toujours été avec quelqu'un qui a toujours la partie technique en fait. J'ai toujours été. Donc t'as un partenaire ici. Ouais, enfin c'est des employés. Voilà, des employés, mais moi je pense quand je dis tout seul, c'est au niveau stratégique, tu vois, au niveau c'est toi qui dois driver tout ça, tu vois. Ces gens-là, ils comptent aussi sur toi pour leur dire où aller. Mais c'est génial de driver et de construire des marchés. Moi, c'est ça qui m'excite. Et ce qui m'excite, c'est d'aller voir des clients, de leur apporter des solutions à des problèmes qu'ils peuvent avoir depuis très longtemps. Et de me rendre compte qu'on va faire du concret. Et là, surtout en ce moment, on est vraiment sur du concret, de l'optimisation opérationnelle, de la sécurité opérationnelle. Si on peut aider les entreprises dans la construction ou autres à sauver des vies, ça me drive vachement. Et puis, l'avantage, c'est que quand on vend avec un business case, on mesure le ROI, donc on sait en fait l'impact qu'on va avoir. Et ça, c'est vachement stimulant. Ah, c'est sûr. L'optimisation aujourd'hui de tout ce qui se passe dans le monde physique. Après, il y a vraiment une question de coût, de productivité, mais on peut même aller jusqu'à la considération environnementale. Aujourd'hui, tout ce qui est système IoT va permettre de faire en sorte que tout ce qui se passe dans le monde physique soit beaucoup plus efficace, beaucoup plus optimal, et du coup va réduire tout ce qui est dépenses énergétiques, dépenses de temps, dépenses d'accidents, ce que je mentionnais avant. Donc ça, c'est très excitant. Mais puis c'est sûr que après, quand on voit la facture au client et que tu sais, tu as réussi à mesurer combien tu lui as fait gagner en même temps, c'est tout le monde est content en fait. Quelque part, c'est vraiment une win-win. Toi, dans le développement ici à Hong Kong, est-ce que et le développement futur en Chine, tu as vécu un tout petit peu en Chine tout au début quand tu disais, puis tu y as été quelques fois. Est-ce que tu vois que le développement à Hong Kong, même si tu n'as pas beaucoup de marché ici finalement, est-ce que c'est plus facile à Hong Kong qu'en Chine qu'ailleurs ? Est-ce que finalement tu te rends compte qu'à Singapour c'est finalement beaucoup plus simple ? Ou est-ce que c'est peut-être un peu trop tôt au niveau de la maturité du marché ? Ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend du marché en lui-même. Est-ce que y a des entreprises potentiellement clientes de notre solution ? Donc, si on compare très simplement Singapour à Hong Kong, il y a Singapour, c'est 2 marchés assez petits. Mais Singapour, il y a beaucoup plus de production que Hong Kong. Donc forcément, quand on est dans tout ce qui est optimisation de la production, Singapour, il y a plus d'opportunités commerciales. Maintenant, en Chine, si on compare à Singapour, il y a encore plus de production et c'est un marché énorme. Donc en fait, il y a déjà ce marché-là qu'il faut analyser, il faut voir quelle valeur ajoutée on peut apporter par rapport à ces différents marchés et leur taille. Et ensuite, il y a toute la partie effectivement où tu vas
tu vas, si tu veux faire du business dans un endroit, mais même en France, hein, et que t'as pas de bureau en France et que t'as pas de gens qui parlent français, c'est compliqué. Ouais, c'est sûr. C'est la même chose à Singapour, c'est la même chose en Chine, c'est la même chose à Hong Kong. Crois-moi, il y a plein de gens qui n'ont pas encore compris ça. Hein. Ouais. Ils continuent à envoyer des Français pour ouvrir un bureau en Chine et gérer un bureau chinois. Ouais, ça marche pas comme ça. Les premières questions qu'on me pose quand je suis à Singapour ou quand je suis à Hong Kong ou en Chine, est-ce que tu as un bureau ici? Est-ce que tu as une équipe ici? Est-ce que tu as des clients ici? Ouais, c'est... Après, ça crédibilise. Ça crédibilise, ça montre que t'es involved, tu vois, que t'es là, t'es pas juste de passage et que t'essaies de signer des trucs à la va-vite et qu'il y aura pas de support derrière, etc. Aujourd'hui, le support dans tout ce qui est solutions technologiques, il est fondamental. Et tout ce qui est adaptation aussi locale, il est fondamental, et c'est pour ça que les gens vérifient ça. Et c'est normal. On est aussi sur un pays avec une culture où les gens aiment voir. Ils ont besoin de te rencontrer, ils ont besoin de passer du temps avec toi, et c'est comme ça que tu vas réussir à convaincre. Et après, c'est sûr que les WeChat et autres méthodes où n'importe qui peut répondre à n'importe quel moment, finalement, c'est aussi très important en termes de relations clients. Et ça fait que c'est quand même un métier métier, peu importe, mais en tout cas une démarche de proximité, et il faut être présent. Toi, avec le recul, après la Chine, tu es venu t'installer à Hong Kong, c'était un choix qui était évident, tu t'es dit, bah tiens, on va rester dans la zone, et Hong Kong, ça m'a l'air sympa. Et avec le recul, est-ce que tu te dis, tiens, finalement, j'aurais peut-être dû rester en Chine et ouvrir tout ça depuis la Chine? Non, je pense que j'aurais cramé en Chine tout de suite. Quand on est aussi, j'ai très jeune, je sortais d'études, je connaissais pas le monde, je connaissais très peu la Chine, je m'attaquais à des nouvelles technologies en Chine, et puis même en termes de visa, tout ça, ça allait être très compliqué. Et en fait, je pense que c'était le move assez safe que de venir à Hong Kong, parce que en fait, j'étais capable à moins grande échelle de faire ce que je voulais faire, et donc en prenant moins de risques. Et en fait, ça m'a permis d'apprendre énormément avant de m'attaquer à la grande masse qu'est la Chine. Tu n'aurais pas pu faire ce que tu as fait à Hong Kong finalement en Chine? Non, je pense que ça aurait été trop dur. Trop dur, parce que ce soit administrativement parlant, que ce soit parce que tu es très jeune, mais donc en termes de visa, ça devait être aussi... en termes de visa, mais même pour commencer à faire du business là-bas, j'aurais commencé à pitcher, etc. Sauf que les interlocuteurs, ça aurait été beaucoup moins simple de communiquer avec eux qu'à Hong Kong. Hong Kong, c'est quand même assez international, les gens ont l'habitude de dealer avec des étrangers, en Chine un peu moins, notamment à l'époque. Et en plus de ça, quand tu fais tu essaies de créer un nouveau marché, si tu veux, en Chine, il y a quelqu'un qui entend que tu fais ça, t'as 500 mecs qui font la même chose tout de suite. Ça, c'est clair. Et qui te dit que j'aurais mieux fait qu'eux. Vraiment pas. Donc c'est ça la question aussi. Ça, c'est sûr. Ce qui est marrant, en fait, c'est que il y a beaucoup de gens qui sont basés en Chine et qui intègrent complètement Hong Kong, et que finalement, c'est moins compliqué d'attaquer Hong Kong depuis la Chine. Et au fil des rencontres que j'ai pu avoir au cours de ces 10 dernières années en travaillant avec des gens à Hong Kong, c'est que pour eux, l'inverse est très compliqué. Rentrer en Chine, ça fait peur. La Chine, c'est compliqué. Les Chinois ne vont pas réussir à bien travailler forcément avec les gens de Hong Kong. Et en fait, là, on a l'impression que la barrière a l'air beaucoup plus haute quand on la regarde depuis Hong Kong que l'inverse, en fait. Après, moi, je vois pas non plus la Chine comme une entité. Je vois la Chine comme vraiment énormément d'entités différentes, plein de régions avec des marchés sur des régions très particulières. Exactement. Et là, aujourd'hui, nous, on bosse un peu avec Guangzhou, par exemple, depuis Hong Kong, et ça fait du sens pour nous. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de bosser avec Guangzhou en étant à Hong Kong que de bosser avec Guangzhou en étant à Shanghai. C'est sûr. Donc, c'est vrai. Donc, et puis même entre régions, les Chinois, ils ont du mal, quand t'es Shanghaïen, de bosser avec des Pékinois ou avec des Sichuanais. C'est sûr. Donc c'est plus régional, je dirais, que vraiment un pays qui est la Chine, avec Hong Kong à côté, qui est entre les deux, etc. Bien sûr. Je pense que c'est vraiment régional. Et qu'il faut être proche de ses clients. Donc là, aujourd'hui, on est à Hong Kong. Il y a des clients qui sont basés à Hong Kong avec des headquarters ici. Il y en a aussi qui peuvent être à Shenzhen ou à Guangzhou, que ce soit des clients d'ailleurs ou des prestataires.
Et après, donc la next step pour nous, ce serait développer la région de Shanghai. Bien sûr. Une question que j'aime bien poser à la fin, c'est tu vois, après tes études, tu as décidé de rester en Asie. Aujourd'hui, tu fais quelque chose qui est quand même très innovant. Tes parents, ta famille, tes amis, ils comprennent ce que tu fais ici ? Ouais, moi j'ai toujours été clair, et quand je suis parti à Hong Kong j'avais vraiment cette démarche entrepreneuriale, et aujourd'hui quand ils voient comment je suis parti et où j'en suis aujourd'hui, ils disent bon bah il a bien bossé, c'est bien. Ils sont contents pour toi. Ils sont contents. Ouais. Dans 3-5 ans, on se retrouve, on fait un point, tu seras où, vous en serez où, tu feras quoi, vous aurez développé quelle zone ? Ah bah idéalement on aura développé comme je disais la zone shanghaïenne déjà, sans parler de toute la Chine. On aura développé aussi à mon avis un peu l'Asie du Sud-Est. On commence à avoir de plus en plus de choses en Asie du Sud-Est. On vient de signer un gros partenariat avec Singtel qui est la boîte de télécommunications à Singapour. Donc là ça commence à bouger pas mal de ce côté-là. Donc dans 3-5 ans, on a au moins 3 bureaux. Ouais. Donc Singapour, Hong Kong, Shanghai potentiellement. Voilà. Okay. Et puis on se développe vraiment dans tout ce qui est optimisation opérationnelle, sécurité opérationnelle pour des grands groupes, et qu'on puisse arriver aussi à bosser en fait avec des groupes qui sont des multinationales qui ont de la présence en Chine, en Europe, qu'on puisse mutualiser en fait. Bien sûr. Ce que fait notre équipe en Europe, ce qu'on fait ici. Et là, ce serait super. D'accord. Et pour revenir à un tout petit truc que tu disais en intro quand on était en off, tu disais tu avais une relation avec Milad qu'on avait enregistré aussi il y a pas si longtemps. Tu peux nous raconter un peu l'anecdote ? Ouais, l'anecdote c'est que quand j'étais en échange à Shanghai, Milad c'était un de mes profs. Milad Nouri, donc quand on a enregistré, qui fait, lui, il était beaucoup dans le trading et le sourcing. Ouais. Et donc c'était un de tes profs. C'était un de mes profs entrepreneurial, et qui a suivi du coup ce projet entrepreneurial que j'ai fait. Et je me rappellerai toujours ce qu'il m'a dit quand on a présenté à la fin au jury dont il faisait partie. Il dit mais c'est super ce truc, faut le faire. Qui veut le faire? Et là j'ai levé la main. Et du coup depuis il m'a vachement aidé, il m'a conseillé, et il suit le projet. Moi je suis aussi ses projets en Chine. Il se développe bien. Il a bien aussi bifurqué. Il est maintenant dans les nouvelles technologies aussi comme moi. Et c'est super. Je trouve que c'est une belle histoire. Non mais tu vois les rendez-vous que j'arrive à obtenir grâce à Backstage et au podcast justement, et tous ces entrepreneurs, déjà on se rend compte que c'est un petit réseau en fait, et on voit que ça soit des entrepreneurs français basés à Hong Kong, à Shanghai, ou même des gens que j'ai rencontrés à Paris qui travaillent avec l'Asie. En fait c'est un tout petit monde, tous ces gens-là, à partir d'un moment où tu as montré une certaine volonté, comme toi, une résilience aussi, en se disant bon bah c'est pas facile mais c'est pas grave, on y va tous les jours, et on croit dans notre projet, dans notre idée, et on va y aller. Après je pense qu'il y a un vrai gros réseau d'entraide aussi, en tout cas à Shanghai c'est très vrai, et j'ai l'impression qu'à Hong Kong aussi. Finalement quand tu vois ces derniers jours ici, je disais bah tiens vendredi je vais rencontrer Victor, tout le monde, enfin la communauté vous connaissez quoi, donc ça c'est super. C'est vraiment intéressant. Moi, j'avais entendu parler d'Ubuntu tout au début. Je crois qu'on avait fait un call parce qu'on a plus ou moins partagé des bureaux à une certaine époque. Et je vois, à l'époque, je me rappelle très bien de cette démarche très retail space, commercial. Et je vois le shift que vous avez fait et qui me paraît vraiment intéressant. Parce que du coup, il y a une vraie proposition de valeur avec un vrai besoin et un vrai problème à tacler que les sociétés ont identifié. Et pour moi, en fait, je trouve que c'est toujours la partie la plus intéressante. Les entrepreneurs qui n'ont pas un vrai problème à régler, qui n'ont pas un vrai besoin à servir, finalement, leur truc, ça sert à rien, en fait. Et là, vous avez vraiment réussi à shifter ça. Et c'est un pivot c'est un petit pivot, on va dire, commercial. Ça veut pas dire que vous allez pas revenir un jour au commercial, mais en tout cas, c'est hyper intéressant. Félicitations. Je te souhaite tout le meilleur pour la suite. On t'attend de revenir à Shanghai, et peut-être qu'on pourra aussi mettre en avant la communauté qui est à Shanghai pour vraiment supporter aussi ton développement. Bon courage. Avec grand plaisir. J'espère revenir à Shanghai bientôt. Ouais. Je pense début d'année prochaine,
j'irai faire quelques meetings. J'ai des meetings à faire là-bas. Ça continue en fait, ça s'arrête jamais. Et c'est pas parce qu'on n'est pas physiquement présent là-bas qu'il n'y a pas effectivement, comme tu dis, un réseau important. Bien sûr, hein. Il y a plein de gens que j'adore rencontrer et avec qui discuter. Et je pense que ça, on est en train de faire un terreau fertile pour la suite. C'est ça. Bien. Vers quelle adresse on renvoie les gens qui aimeraient en savoir plus et sur Ubuntu et sur toi? Mon adresse email. Ok, parfait. Donc on mettra ça. On a toujours un petit article qui vient, illustrer en fait l'épisode. Donc je mettrai les informations, le site web d'Ubuntu et puis tes contacts pour que les gens puissent en savoir plus. Super. Merci beaucoup, Greg. Au revoir. Au revoir. C'est trop, on croit. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, merci de me le dire. Laissez-moi des commentaires, c'est important. Prenez quelques minutes sur iTunes ou sur SoundCloud ou autre, juste pour me dire ce que vous en avez pensé. Vous pouvez aussi m'aider en partageant cet article via LinkedIn, par exemple, ou Facebook. N'hésitez pas à me taguer, Grégory Prud'Homo, vous me trouverez assez facilement. Et ça va beaucoup m'aider à faire parler de ces interviews à d'autres personnes, ce qui sera toujours intéressant. Ceci va aussi me permettre de pouvoir aller interviewer d'autres personnes, des personnes que je connais pas, des personnes qui pourraient vous intéresser. Si vous avez des idées, des commentaires, des moyens d'améliorer tout ça, s'il vous plaît, partagez-le, dites-le moi. C'est comme ça que je vais continuer à améliorer tout ça. Mais en attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode de Backstage Podcast. Merci.